forcément vous présenter le docteur Guérimont, qui est médecin à Gerbier également, en unité de soins palliatifs, et qui vient nous présenter un travail. Tout d'abord, nos excuses parce que le titre ne correspond pas à ce que tu avais souhaité. Tu avais souhaité parler des indicateurs de qualité de prise en charge, mais si la traçabilité en fait partie. Et il pourrait vous dire que ces indicateurs seraient le reflet d'un modèle participatif, pensé avec le patient et son entourage, en tenant compte du symptôme, de comment il le vit. Et je me réjouis que cette intervention nous aide à travailler sur les marges d'amélioration que nous avons dans la qualité de prise en charge que nous proposons à nos patients. Voilà, merci bien, merci pour cette présentation. Donc je présente en fait ces premiers résultats, c'est quasiment une première, hein, parce que les résultats sont tout frais, il date de la semaine dernière pour ces résultats qui restent encore très très partiels, et je remercie d'ailleurs tous les collaborateurs, Christian Guy-Coachard, Stéphane Picard, Bernard Devalois, Annabelle, Jean-François Richard, Carole Douleuc et Philippe Agerter, qui ont très largement contribué à cette large étude qui était donc sur la recherche d'indicateurs de qualité de prise en charge en soins palliatifs. Donc c'est la Maison Jeanne Garnier, les Diaconesses à Paris, l'USP de Pontoise, l'équipe mobile de Saint-Antoine, l'équipe mobile d'Ambroise Paré et l'Institut Curie qui ont largement participé à cette étude. On est parti au départ de la recommandation de 2008 qui était de la recommandation de la mission d'évaluation de la loi de l'éthique qui nous disait qu'il fallait développer des indicateurs prenant en compte la qualité des soins dispensés dans les établissements de santé et évaluer les pratiques médicales au regard de la proscription de l'obstination déraisonnable. Et en fait, on a lancé cet appel d'offres, donc c'est une très large étude, 250 000 € qui ont été financés par la DHOS au titre d'un projet de la recherche en qualité hospitalière, un précoce, avec ces questions: comment évaluer la qualité de la prise en charge d'un patient en phase terminale, en phase palliative terminale de maladie? Plus généralement, comment évaluer le bon fonctionnement d'une structure de soins, et peut-on comparer, et si oui, comment, les prises en charge entre les différentes structures proposées? Bref, quelque part, c'était se réapproprier des indicateurs de qualité, et un petit peu contrairement, mais je pense que ce n'était pas le sens de sa pensée, de ce que nous disait Godefroy ce matin, où il disait c'est la responsabilité de l'ARS de mesurer la qualité. Là, je réponds non, ce n'est pas la responsabilité de l'ARS, c'est notre responsabilité, nous, acteurs de soins palliatifs, de se doter des indicateurs de qualité, comme l'a dit Daniel d'ailleurs tout à l'heure, pour les proposer à l'ARS. Alors, on a constitué un comité de pilotage. Je vais passer très très vite sur les aspects méthodologiques, avec des quantités de médecins, méthodologistes, pluridisciplinaires, infirmières, psychologues, sociologues, bénévoles, revue de la littérature. Nous avons eu toute une discussion qui a duré longtemps, plus d'1 an, sur qu'est-ce que c'est que la qualité qui est perçue. La qualité de prise en charge perçue par les soignants n'est pas la même que celle qui est perçue par les patients et les proches. Et ça, il fallait aussi s'intéresser à ça. Et ça a fait l'objet d'une enquête qualitative, d'une étude qualitative, avec une méthodologie qualitative avec Véronique Gady. Et c'est un travail qui a été publié dans Palliative Medicine en octobre 2014, là récemment, nous avons vu justement les différences qu'il pouvait y avoir entre la qualité de prise en charge perçue par les soignants à partir de focus group, etc., enfin de toute une méthodologie qualitative, et celle perçue au cours d'entretiens avec des patients et des proches. Et donc c'est pour ça qu'en fait, quelque part, on s'est très vite aperçu que par rapport à d'autres spécialités, on ne pourrait certainement pas se cantonner à avoir des indicateurs de structure ou des indicateurs qui soient donnés uniquement qu'on puisse faire répertorier dans les dossiers à partir d'enquêtes type IPAC ou autres. Et donc il fallait aller aussi vers les patients et les proches, et c'est pour ça que, en fait, c'est la partie des résultats que je vais vous passer aujourd'hui. Plutôt que de vous donner des indicateurs à bien tracer dans les dossiers, oui, il y en aura, oui, on est en train de regarder parmi tous les indicateurs qu'on a recherchés, on en a recherché 79, hein, c'est une très très large enquête. Eh bien, en fait, on va vous proposer quelque part, d'ici 1 mois ou 2, les bons indicateurs, ceux qui, d'après nos méthodologistes, correspondent à une qualité de prise en charge. Mais ce qui est plus intéressant, à mon avis, à vous faire en avant-première ce soir, c'est vous donner les résultats d'un des 2 questionnaires, qui est le questionnaire de qualité de prise en charge vu
qualité de prise en charge en interrogeant les patients et voir ce qu'ils nous disent, que ce soit en unité de soins palliatifs ou hors unité de soins palliatifs. Alors un bon indicateur, c'est quoi? Un bon indicateur, c'est d'abord, ça reflète une des dimensions étudiées. On va voir toutes les dimensions, les 6 dimensions auxquelles on s'est intéressé. Il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui soient concernées par cet indicateur. S'il y a trop de personnes qui ne sont pas concernées, eh bien, ça pose un problème. Or, nous, on s'adresse par exemple à des patients qui sont dans des états qui sont très variables entre celui qui a un Karnofsky à 60% et celui qui a un Karnofsky à 20 ou 30%, qui a besoin énormément d'aide. Eh bien, par exemple, l'aide à la toilette, l'aide pour les repas, etc. Un maximum de patients ne vont pas être concernés. Pourtant, quand même, comment réintégrer ces indicateurs dans nos... parce que pour nous, ça compte énormément. Et là, j'allais dire, c'est un peu des discussions de marchands de tapis qu'on a à faire chaque jour avec nos méthodologistes, en argumentant, mais si, ça c'est important pour nous, pour tel et tel aspect. Et puis, en gros, il faut que pour ces indicateurs, on ait une marge d'amélioration. Si tout le monde répond très satisfait sur un indicateur, alors il n'y a pas de marge d'amélioration et c'est plus un indicateur, ça sera ce qu'on va appeler un prérequis. Si plus de 90% des patients, par exemple, ou pour un indicateur dossier, c'est tout bon, bah, c'est que c'est le minimum vital pour parler d'une démarche palliative. Et donc, ça ne nous intéresse pas en termes d'indicateurs, mais simplement en termes de prérequis. Et puis, il faut pouvoir mettre en évidence des variations selon différents critères, l'âge, le sexe. Le score PPS, ce n'est pas le plan personnalisé de soins, hein, c'est l'échelle de performance de soins palliatifs, qui est l'équivalent d'un Karnofsky amélioré. Et puis aussi sur le type de structure, parce qu'on voulait bien aller dans des indicateurs qui puissent regarder ce qui se passait en USP, en lit identifié soins palliatifs et hors lit identifié soins palliatifs, et on va voir que là, on n'a pas été complètement déçus parce que c'est compliqué. Alors, les 6 domaines qu'on a explorés, à partir de 43 questions, l'information sur l'état de santé, il y avait 3 items, les relations avec les médecins et les soignants, l'attitude des soignants, le bien-être physique, il y avait 10 items, fonctionnement du service, information et accueil de mon entourage, 4 items. Plus, on a complété par un score de satisfaction globale. Au total, nous allons probablement garder 33 items à peu près, et puis il y en a 7 qui seront mis plutôt dans des prérequis. Voilà comment ça se présente, hein. Information sur mon état de santé, j'ai obtenu des informations très claires sur l'évolution de mon état de santé. Non, pas du tout, pas vraiment, presque, oui, ou alors ne veut ou ne peut pas répondre. Voilà, tous les items, ça se présente à peu près comme ça, avec une échelle en 4 points. Alors, premier constat, c'est la 43e question, c'est au final, quel est votre niveau de satisfaction de votre prise en charge? Et c'est vrai que si on se contente d'une question sur la satisfaction des patients que l'on charge, eh bien là, finalement, on peut dire on fait très bien. Et on fait très bien parce que finalement, on est à 98% de patients satisfaits. Que ce soit en haut pour le patient ou en bas si on est issu du questionnaire proche, où là encore, on est dans du 98-99% de satisfaction, satisfait ou très satisfait. Quand on regarde, si on veut regarder ce qui se passe en USP, en LISP et hors LISP, alors là, c'est la question qui fâche. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que dans notre étude, sur les structures, on puisse identifier un patient en LISP. Et là, moi, je reprends la remarque de Patrick Lepau tout à l'heure, de la RS Bordeaux, qui nous disait, on est face à du codage rétrospectif. Et nous, dans notre étude, sur des services qui sont entre guillemets un petit peu modèles, eh bien, en gros, il faut bien admettre qu'il y avait un service, un hôpital avait un service qui pouvait nous donner, par exemple, les fameuses fiches d'admission en lit identifié soins palliatifs, dont on a parlé tout à l'heure dans la première partie, comme c'est fait en Bourgogne. Donc la première des choses, c'est que, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on lance une étude en France sur une étude prospective, on n'arrive pas à savoir dans un service qui sont les patients, si un patient est ou pas dans un lit identifié. Ça pose quand même un problème majeur. Donc nous, on a tourné finalement ces résultats en disant finalement, ce qu'on sait identifier, c'est un patient qui est dans une USP et un patient qui est hors USP. En termes de satisfaction globale, remarquons au passage qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Par contre, quand on interroge les proches, alors là,
on commence à trouver des différences. C'est-à-dire qu'en fait, les proches sont plus satisfaits, sont très satisfaits en USB plus fréquemment que hors USB. En gros, le message, c'est que finalement, en termes de satisfaction globale, si on s'intéresse à ça, eh bien, le point de vue des proches, ou alors l'hospitalisation d'un patient en USP, serait-elle plus profitable aux proches qu'au patient lui-même? C'est une interrogation qu'on peut se poser. En tout cas, ça pourrait être une petite admission. Est-ce que ce sont des auto-questionnaires dans 20% des patients, dans 20% desquels le patient a rempli seul? Donc, ce n'est pas complètement un auto-questionnaire du fait simplement de l'état de fatigue des patients. 70% le remplissent avec l'aide et 10% avec l'aide de l'entourage. La satisfaction dépend d'ailleurs du mode de passation, mais la satisfaction dépend surtout aussi du score de PPS, Karnofsky, et plus ça baisse, plus la satisfaction, enfin moins la satisfaction est bonne. Alors, ce que je vais vous présenter là, j'ai encore 5 minutes, 3 minutes, c'est quelques exemples de ce qu'on va justement appeler des marges d'amélioration. C'est le terme qui a été repris tout à l'heure. C'est, par exemple, j'obtiens facilement des informations sur mon état de santé. Alors, là, devant un public majoritaire de MSP, eh bien, vous allez dire, tiens, c'est assez surprenant, et nous, c'est vrai qu'on a été assez surpris. Hors USP, on fait mieux en termes d'informations sur l'état de santé qu'en USP. En USP, est-ce que j'obtiens facilement des informations? Près de 30% des patients, ou au moins plus de 3 patients sur 4, nous disent pas vraiment ou pas du tout. Voilà, ça c'est des marges d'amélioration pour les USP. Est-ce que les médecins répondent à toutes mes questions? Autre item. Pas vraiment, et pas vraiment, surtout en USP. Par contre, hors USP, c'est mieux. Voilà, donc avec une différence, avec un P005, il y a une différence, là il y a une marge d'amélioration en tout cas qui est plus importante sur l'USP que hors USP. Alors, je prends plein de précautions en faisant cette comparaison. Pourquoi? Parce que simplement c'est sur un plan méthodologique, cette étude n'est pas faite pour la comparaison USP hors USP. L'objet de l'étude, c'est de valider, avec toutes les fourches codines de la validation métrologique d'un questionnaire, qu'on a fait de façon extrêmement scientifique, et un des sous-produits, c'était de voir justement ce qui se passait en USP et hors USP. Mais l'objet de l'étude n'a pas été de la comparaison entre les deux. Donc c'est pour ça que je prends cette précaution oratoire pour bien dire, attention, c'est là où finalement la marge d'amélioration est un peu plus forte d'un côté que de l'autre. Je ne suis pas en train de comparer les deux. Je connais les médecins qui s'occupent de moi dans mon service. Là, dès qu'on est en dessous de 10%, pas vraiment, pas du tout, là, il y a une marge d'amélioration pour tous les acteurs de soins palliatifs. Les soignants répondent rapidement à mon appel. Alors là, la différence, elle est très hautement significative. Bien évidemment, tant que les LISP n'obtiendront pas du personnel supplémentaire et le 0,3 équivalent, etc., équivalent temps plein, etc., dont on parlait tout à l'heure, tant que ça se fait à moyen constant, c'est évident que les soignants ne pourront pas répondre rapidement à mon appel et qu'on n'aura pas une bonne qualité de prise en charge hors unité de soins palliatifs qui peut se permettre d'avoir un taux de personnel proche de celui d'une réanimation. Il arrive aux soignants de parler entre eux comme si je n'étais pas là. Là, on est plutôt dans de la formation, dans la culture palliative, etc. Et là, c'est vrai que la question est inversée, donc c'est les deux dernières qui sont presque, oui, tout à fait. Voilà. En LISP, ça reste, en USP, ça reste exceptionnel. Hors USP, il y a une bonne marge d'amélioration. Les soignants respectent mon rythme de repos, par exemple, mon heure de réveil. Ouh là là. Alors là, voilà. Là, on est dans quelque chose qui est assez caricatural. Déjà, en USP, c'est pas terrible. Hein, on est à 11% de patients qui nous disent non, c'est pas vrai. Ils disent, mais voilà. Et là, très clairement, voilà, on va interroger des soignants de l'USP, ils vont vous répondre, bah oui, c'est comme ça qu'on fait. Et quand on va interroger le patient, bah, il vous dit, non, c'est pas tout à fait ça. Alors, hors USP, je vous en parle même pas, vous voyez, les chiffres parlent d'eux-mêmes, on obtient du 50%. Les médecins me demandent mon autorisation avant d'informer mes proches sur mon état de santé. Quelle idée a germé pour ceux qui ont construit ce questionnaire, d'aller poser ce type de questions. Mais là, on voit bien qu'on est équivalent entre USP et hors USP, et avec une bonne marge d'amélioration entre eux. Voilà. Dernière chose, on a validé ce questionnaire
il nous fallait un questionnaire, ce qu'on appelle un contre-critère en méthodologie, c'est-à-dire qu'il nous fallait un questionnaire validé pour aller regarder ce que ça donnait. Ce questionnaire validé, on a pris un questionnaire qui est le questionnaire MDSI, qui s'occupe des symptômes et de la qualité de vie. Et donc, ça, c'est pour les obligations de nos méthodologistes. Et en fait, on a donc, à partir de ces 200 patients identifiés ou hors identifiés et USP, un reflet de ce qui se passe. Par exemple, on a dit, ben voilà, c'est évident que ce soit en USP ou hors USP, le point d'excellence, c'est la prise en charge de la douleur. Bon, et quand on interroge les dossiers, c'est ce qu'on trouve. Mais quand on interroge les patients, avez-vous, quelle est la douleur maximum que vous avez eue au cours des dernières 24 heures? Comment vous la cotez entre 0, pas du tout de douleur, et 10, la douleur maximum? Ils nous répondent, eh bien, ma douleur était supérieure ou égale à 7, 40% des patients en USP, pour 36% des patients hors USP. Hein, douleur forte, on puisse dire, supérieure ou égale à 7. Le trio en termes de symptômes, fatigue, sécheresse de bouche, douleur, c'est le tiercé habituel des symptômes. Voilà. La sécheresse de bouche, là où il y a le personnel soignant le plus disponible pour faire des soins de bouche, c'est en USP. C'est justement là où il y a un patient sur deux qui se plaint d'avoir une sécheresse de bouche supérieure ou égale à 7 sur 10. Donc c'est vous dire que, si je dis ça comme ça devant un public d'acteurs de soins palliatifs, c'est que notre marge d'amélioration, elle est sur les structures, elle est sur beaucoup de choses, etc. Mais elle est quand même sur notre cœur de métier, qui est l'évaluation et le traitement des symptômes. Et quand on voit ces chiffres, on se dit qu'il y a encore des choses à faire. Quand on voit la dyspnée, un patient sur 5, un patient sur 4, qui se plaint d'une dyspnée supérieure ou égale à 7 sur 10 au cours des dernières 24 heures, les patients interrogés. 7 sur 10 en termes de dyspnée, on n'est pas loin de la détresse respiratoire asphyxique, c'est quand même pas agréable. Donc là, il y a un effort à la fois d'évaluation et de traitement. Voilà, je crois que je vais finir pour pas allonger. En gros, le message clé, quelque part, c'est que d'ici quelques mois, on va vraiment pouvoir se doter des indicateurs et le tout, c'est que ce soit après, que ces indicateurs soient après généralisés, qu'on utilise tous les mêmes et qu'on puisse parler de choses vraies et que, bien sûr, derrière, que les financements soient liés non pas simplement à des problèmes de structure, mais aussi à une qualité de prise en charge perçue par les patients et les